Bonsoir Mathias Lambert. Bonsoir. Et merci d'être avec Merci nous à vous. sur France Info. Le combat d'une vie, vous le racontez donc dans ce livre aux éditions du Cherche Midi que vous dédiez à votre mère. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, ce combat? Est-ce que vous pensez que vous pouvez servir d'exemple, susciter des vocations? Alors oui, je pense que, vous savez, si je l'avais écrit pour moi, je n'aurais peut-être pas écrit, parce que c'est aussi revenir dans le passé, parfois un passé qui est douloureux. Vous savez, 25 ans d'errance du diagnostic, une maladie que je ne connaissais pas. Mais je pense que ce livre peut, j'espère, aider d'autres personnes qui sont peut-être dans le même cas, ou dans des situations plus difficiles, qui voilà, essayent aussi de réaliser leurs rêves. Alors, vous avez 35 ans, Ouais. vous êtes né à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. La maladie, elle n'est pas du tout diagnostiquée tout de suite, en tout cas pas à la naissance. On comprend, bébé, que vous êtes un bébé plutôt dormeur. Oui. On vous, d'ailleurs, on dit oh, il est un gros dormeur, faut pas s'inquiéter. Puis ensuite, il y a les premières visites médicales et les premières alertes. Et on comprend qu'il y a un problème, mais sans mettre vraiment de mots tout de suite sur un Exactement. diagnostic précis. Vous avez parlé d'errance médicale. C'est quoi concrètement cette errance? C'est-à-dire qu'on on connaît aujourd'hui plus de 300 différentes myopathies, donc des maladies du muscle, qui vont avoir des sévérités, des symptômes qui sont très très différents. Vous savez, je suis né en 1990, à l'époque, on connaissait que deux myopathies, la myopathie du chêne et la myotrophie spinale, et il n'y avait aucun traitement pour ces maladies. Et donc, c'est souvent des médecins qui n'ont pas la réponse à nos questions. On fait face à l'indifférence aussi de la médecine. Vous savez, quand vous êtes atteint d'une maladie rare, moi, c'est 1 sur 400 000, une centaine de personnes en France. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille dessus. Et Peut-être que vous auriez même eu plus de chances de toucher le jackpot si vous aviez joué au loto que d'avoir cette maladie. C'est exactement ça, c'est un peu une loterie génétique. Comment elle se manifeste concrètement? Alors, Vous n'avez pas de maladie dégénérative, mais une atrophie, enfin une difficulté de force musculaire. exactement, donc ce n'est pas dégénératif, mais elle évolue très très lentement. Pour vous dire, j'ai beaucoup besoin d'un fauteuil roulant, un périmètre de marche qui est très très limité. Ne serait-ce que parler maintenant aujourd'hui, me tenir droit sur un fauteuil est très très compliqué pour moi. C'est un effort presque surhumain. Pour moi, tous les jours, c'est un marathon quand je me lève. Là, vous savez, on me met aucun outil, mais si on regardait un peu mes pulsations, je tourne autour peut-être de 160 pulsations par minute, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui court. Là, maintenant, je fais un effort extrême. Et toute la nuit, j'ai aussi une machine qui me tient en vie, littéralement, une Qui vous aide à respirer. à respirer, parce que Ouais. depuis maintenant 17 ans, la nuit, mes poumons, quand je suis allongé, ne bougent pas. Et donc, c'est aussi concret, c'est-à-dire que c'est une maladie aussi qui tue. On va Parce parler que de la manière. vos muscles, il leur manque la moitié des Il y a des fibres musculaires. nécessaires, c'est ça? Exactement. Donc, il y a une partie qui est valide, une partie qui est non valide. Et donc, oui, c'est beaucoup de faiblesse musculaire, une atrophie musculaire. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement. Ce handicap, ça va être un choc pour votre père, qui ne va pas le supporter et qui ne va pas pouvoir s'en remettre et qui Ouais. va se suicider. Et à l'inverse, votre mère, elle va se battre pour deux. Elle va vous transmettre une force incroyable. Elle n'a jamais douté. Héroïne du livre. Hein. Oui, c'est ce que je dis aussi. J'ai eu un mentor personnel, ça a été ma maman. J'ai aussi des mentors professionnels dans mon métier. Et c'est vrai qu'elle m'a tout appris. Elle m'a appris à combattre. Vous savez, quand vous avez une maladie, notamment une maladie rare, vous avez deux choix. C'est abandonner ou combattre. Elle m'a appris à combattre. Elle m'a transmis ce gène de la résilience. Voilà, je parle beaucoup d'une mutation génétique, mais d'un autre côté, elle m'a aussi beaucoup donné pour justement combattre cette maladie. Mais j'ai envie aussi de dire de combattre la société, parfois avec l'indifférence d'une société qui ne vous écoute pas, ou même des médecins ou de la recherche scientifique. Qui n'a À aucun- l'école, quand vous étiez petit, pardon. À Laurent. l'école, les gens se moquaient de vous, quoi. Oui, j'ai Pas fait tous, face. évidemment, Pas mais- tous, bien sûr, mais c'est souvent ça. Il suffit d'une personne. Il suffit Ouais. de 100 personnes qui vous disent de bien de vous. Il y a une seule personne qui va vous moquer de vous. Vous allez vous en rappeler. Ça renvoie à une discussion qui a eu lieu déjà il y a 1 an ou 2. Est-ce que les gens qui ont ce genre de difficultés, est-ce qu'il faut les garder dans les classes normales ou est-ce qu'il faut les mettre dans des classes particulières? Non, je pense qu'il faut les garder dans les classes, Voilà. les classes normales. Vous savez, Il y a des gens, Zemmour, par exemple, a dit « mais c'est une folie, pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» non, vous savez, je pense que dès le plus jeune âge, il faut éduquer à la différence. Peu importe la différence. On parle du handicap, mais peu importe de la différence. Vous parlez de l'immigration, d'ailleurs, à un moment. Oui. Enfin, vous ne faites pas un cours là-dessus, mais Non, vous mais citez ça. c'est ça. Et vous savez, vous avez besoin d'éduquer le regard. Parce que, bon, je vais dire quelque chose de très très simple. Il est très difficile aujourd'hui de faire changer le regard des adultes sur un handicap. Faire changer l'esprit des adultes, leur idée. Ils ont des idées préconçues. Mais les enfants
un nouveau regard, un regard neuf sur le handicap. Et quand vous les habituez dès le début à la différence, ces gens-là ne se montreront pas plus tard d'autres élèves en situation de handicap. Et donc, je pense que c'est très important. Vous aviez un rêve, vous vouliez devenir footballeur. Il y a cette scène que vous racontez, au fond, parce que ça prend du temps de réaliser. Et vous vous retrouvez pour un vrai premier match sur un stade de foot. Et là, vous ne pouvez pas courir. Vous comprenez que ce rêve s'effondre. Exactement. Et j'avais 10 ans. Et vous savez, à cette époque-là, la France venait de gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Tous les gamins voulaient devenir footballeurs, et moi aussi. Mais j'ai vu lors de ce match que malheureusement, mon corps ne répondait pas à mon esprit, ne répondait pas à mes envies. Je ne pouvais pas courir sur le terrain. Le ballon passait à droite ou à gauche. Je n'ai pas touché le ballon de tout le match. Et là, je me suis dit, mes rêves se sont évanouis en une fraction de seconde. Et quand vous êtes petit, vous n'avez pas la maturité, la force de réagir. Et pour moi, c'était aussi une honte face aux autres de ne pas pouvoir courir, de ne pas pouvoir faire comme les autres. Et j'ai aussi été très, très déçu de moi-même. Mais vous savez, je me suis aussi servi de cette source encore aujourd'hui. Vous savez, quand j'en parle, ça me fait très mal au cœur. Mais je m'en sers pour me dire, voilà, moi, je veux ma revanche sur la vie. Oui. Je veux ma revanche de Oui, vous avez une forme de développé rage. votre cerveau C'est ça. en compensation. En compensation, voilà, c'est aussi le handicap, c'est aussi un phénomène biologique. Vous allez compenser un manque, quelque chose. Et moi, vous savez, ma maman m'a toujours dit, il va falloir muscler ton cerveau parce que tes jambes ne t'aideront pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous avez développé une mémoire particulièrement mémoire photographique, vive. c'est-à-dire, voilà, à l'école, je ne pouvais pas prendre de notes. J'étais trop fatigué, donc j'ai dû écouter les professeurs. J'étais très, très bon. Voilà, dès que je regardais quelque chose, je retenais tout. C'est assez fascinant, hein, d'ailleurs, ça, parce qu'on a l'impression que finalement, c'était assez facile, alors que ça devait être très difficile. C'était très difficile, mais j'ai quand même eu des facilités, du coup, à l'école, grâce à ça. Et durant l'université, durant ma carrière en tant que chercheur maintenant, je fais mon travail beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement que d'autres grâce à cette faculté. Et je pense que le handicap, c'est aussi faire les choses différemment. On parle du handicap comme quelque chose, voilà, on n'est pas capable de faire quelque chose. Non, le handicap est une façon de faire les choses différemment. Et je pense que cette différence peut être une plus-value dans une société. Il y a un moment, vous dites, mais fond, qu'est-ce que c'est que la normalité? Oui, c'est ça. Qui est normal, qui ne l'est pas. Je veux dire, moi, ma normalité, c'est moi. Et je vais dire, les gens un peu, voilà, qui ne sont pas ordinaires, c'est vous. Voilà, moi, ma normale, c'est de respirer avec une machine, c'est de marcher et de rouler avec un fauteuil roulant, parce que je n'ai jamais connu une journée sans la maladie. Je ne sais pas ce que c'est. À 15 ans, il y a le Téléthon. Vous visitez un laboratoire et vous avez une forme d'épiphanie, de révélation. Racontez-nous. Alors, c'était, lors d'une visite des laboratoires de la FM Téléthon, le Généthon, qui est pionnier dans les thérapies génie. Et lors de cette visite, j'ai rencontré pour la première fois des chercheurs qui me donnaient un discours totalement différent des médecins de l'époque, parce que les médecins me disaient chaque année, la maladie progresse, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun traitement. Et les chercheurs me disaient... Dont Bernard Barato, d'ailleurs. Dont Bernard Barato. Fondateur du Téléthon. Et qui m'a dit, voilà, écoute, va obtenir tes diplômes, rappelle-moi, on va t'embaucher parce qu'on a besoin de chercheurs. Et c'est vrai que ça m'a donné vraiment une lueur d'espoir, une force. Et je me suis raccroché à ça. Vous savez, quand on se moque de vous, quand les professeurs vous disent non, ne fais pas ces études-là parce que ça va être trop fatigant. Et quand vous avez cette personne-là qui vous dit vas-y à fond, vous vous raccrochez à fond à cette branche. Donc vous allez faire des études à Lille, à l'université de Lille, en biologie. Puis il y a un autre moment charnière. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Racontez-nous la découverte du gène de votre maladie. Comment vous y parvenez? Parce que là encore, c'est 1 sur 20 000. Oui. Donc là encore, il y a une forme de chance. C'est ça, une forme de chance. Et aussi, vous savez, je reviens sur cette différence. Je pense que le handicap est une forme d'intelligence. Et pour moi, encore une fois, ça a été d'accumuler des informations avec mon travail. Et durant mes recherches, je lisais une centaine de papiers scientifiques. Je suis tombé sur un papier, un petit passage, qui décrivait des patients avec les mêmes symptômes que le mien, qui ont été identifiés, quelques-uns identifiés dans le monde, dont on avait découvert la cause génétique. J'en ai parlé à mon neurologue, à mes médecins qui avaient pendant 25 ans. La cause génétique. La cause génétique. La cause. La cause, oui. Pardon. Et pour vous dire, voilà, mes médecins avaient pendant 25 ans essayé de trouver la cause génétique, justement, le gène responsable de ma myopathie. Je leur ai dit, allez voir celui-là. C'est un gène sur 20 000. Allez voir ce gène précisément. On a fait une prise de sang. 3 mois après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, écoute, Mathias, je crois que tu avais raison. On a trouvé une anomalie sur ce gène qui est la cause de ta myopathie. Qu'est-ce que ça change? Ça ouvre tous les possibles, les espoirs de traitement, de guérison? Exactement, les espoirs de traitement, de mieux comprendre la maladie. Pourquoi pas d'intégrer des essais cliniques où on a besoin de connaître le gène responsable de votre myopathie.
Et c'était aussi pour moi un poids Ça donne l'espoir d'intervenir dessus et de Exactement. Vous trouver savez, un traitement. quand on identifie l'ennemi, maintenant Ouais. on peut le traquer. Mm. Et vous savez, les thérapies génistes, c'est la seule façon que ces thérapies fonctionnent, c'est quand on identifie le gène. Et donc c'est voilà, une nouvelle porte pour moi qui s'ouvre pour le traitement. C'est qu'on fait une opération chirurgicale quasiment sur le gène lui-même. Et c'est exactement ça, c'est un peu une opération. On peut l'imaginer, On peut l'imaginer, mais c'est pas le cas aujourd'hui. c'est exactement ça. On appelle même des fois ces techniques des ciseaux moléculaires. On va couper un bout d'ADN et le remplacer Il y par... a eu, les Français ont un prix Nobel. Exactement. Il y a 2 ans, il y a eu un prix Nobel partagé entre une Française et une Américaine qui a permis... Et cette découverte, aujourd'hui, ouvre des portes sur toutes les mutations. Je veux dire, un traitement pour toutes les maladies rares. Ouais. Alors, il y a des rencontres qui ont été structurantes pour Ouais. vous, et notamment des chercheurs. Vous êtes doctorant à Lille en biologie, et vous allez décider, pas forcément par la voie la plus classique, de candidater dans un des laboratoires les plus importants de la recherche dans le monde, celui de l'université d'Harvard. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, vous savez, encore une fois, j'aime bien faire les choses différemment. Et Ah donc, bon? oui. Et donc, même avant d'obtenir mon titre de chercheur, de docteur en biologie, j'ai envoyé des CV un peu partout dans le monde, dans des labos anglophones. Et je suis allé au culot, c'est-à-dire que je ne suis pas passé par les voies traditionnelles, par un appel d'offres. J'ai dit, OK, je veux travailler dans votre laboratoire, je veux devenir chercheur dans votre laboratoire. Et j'en ai quelques-uns qui m'ont appelé, et dont ce chercheur éminent, Louis Kunkel, à Donc, vous Harvard, parlez longtemps dans le livre. Boston. Et voilà, c'est une figure imminente de la recherche. Lui, il y a 40 ans, il avait découvert le gène responsable de la myopathie du chêne. C'est un peu on va dire, le Zidane de la science, hein, pour vous dire. Et il m'a fait confiance tout de suite. Et je suis parti comme un gamin à 26 ans aux États-Unis. J'avais 2 sacs, j'avais 2 valises et mon fauteuil. Et je suis parti seul. Et j'ai travaillé avec lui pendant 8 ans, tous les jours. Et il m'a beaucoup appris. Hein. Et quelle est la place du handicap dans ce milieu de la recherche? Est-ce qu'il est ouvert aux personnes en situation de handicap? Est-ce que vous étiez le seul à Harvard dans cette situation à travailler sur votre propre maladie? Alors, je pense que la recherche a encore aussi des difficultés, un peu comme la société, à accepter et à ouvrir ses portes aux personnes en situation de handicap dans leur laboratoire. Pour vous donner un exemple, mon laboratoire n'était pas accessible. J'ai dû batailler pendant 3 ans, même si c'est la plus prestigieuse université du monde. Et je pensais que c'était les gens les plus intelligents de cette planète, mais vous savez, même le handicap est un souci pour eux. Et donc vous aviez du mal à pénétrer le laboratoire. C'est ça, d'y aller tous les jours, etc. Il n'y avait pas de rampe, c'est ça? Il n'y avait pas de rampe, il n'y avait pas de porte accessible. Des portes qui étaient trop lourdes pour moi à ouvrir avec le fauteuil, donc j'avais une porte close. Ah oui. Et vous savez, peut-être ma plus grande fierté de ces 8 ans à Harvard, c'était au final d'obtenir cet aménagement. Parce que vous savez, je me suis dit, écoutez, les prochains qui viendront, les prochains qui feront encore mieux que moi, n'auront pas à passer par là, le labo sera déjà ouvert pour eux. Donc la maladie, elle vous donne des coups, ça vous l'expliquez, clair, ouais. Mais vous savez les rendre aussi, les coups. C'est important d'arriver à trouver aussi la force du combat. C'est ça, je pense que moi, ça a été aussi, j'ai toujours cherché une revanche sur la vie. J'ai voulu être footballeur, donc je suis aussi très, très compétiteur, mais aussi avec moi-même. Et c'est vrai que pendant 35 ans, la maladie vous donne des coups. Hein. J'ai le corps criblé de balles, hein, littéralement. La maladie, chaque jour peut vous mettre à terre. Mais on m'a toujours appris de toujours me relever. Ça qui est très important, vous savez. Vous êtes obligé, encore une fois, vous n'avez pas le choix. La maladie, vous n'avez jamais eu la tentation d'abandonner d'une manière ou d'une autre? Non, parce que la maladie, encore une fois, c'est marche ou crève. Et je pense qu'aussi, j'ai extrêmement de chance. C'est-à-dire que je ne devrais pas me plaindre, et je ne me plains pas de ma vie. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des maladies génétiques beaucoup plus sévères, qui, à mon âge, malheureusement, décèdent de leur maladie. Moi, aujourd'hui, j'ai réalisé beaucoup de rêves. Je suis chercheur dans la meilleure université du monde, avec les meilleurs chercheurs au monde. Vous avez même eu l'audace et le culot, là encore, de quitter Harvard aujourd'hui. J'ai quitté Harvard il y a 1 an, vous savez. Pour le privé. Pour le privé, et je regarde beaucoup vers l'avenir. Et à un moment donné, j'ai vu que cette carrière ne me convenait plus. Et que j'avais aussi d'autres envies. J'ai voulu aussi me lancer un nouveau défi. Vous savez, j'adore les défis. J'adore aussi me remettre en question. Et aujourd'hui, je travaille toujours sur les myopathies. Et mon travail est à 100%. Mais vous travaillez plus sur ma propre myopathie. Votre maladie à vous et le gène en particulier. Et j'ai voulu mettre, entre guillemets... C'est important aussi de s'en détacher. De s'en détacher, de prendre du recul. Parce que vous savez, quand vous travaillez sur votre propre maladie, il n'y a personne qui vous dit comment faire. On ne vous apprend pas à l'université, vous allez travailler comme ça, de telle façon sur votre maladie. Et donc, à un moment, vous vous levez avec une myopathie,
Vous allez au travail, vous travaillez dessus, vous rentrez à la maison, la myopathie revient. Voilà, c'est H24, 7 jours sur 7. Et donc, à un moment donné, je me dis aussi, voilà, est-ce qu'il est peut-être pas un peu trop tard pour moi pour un traitement? Voilà, j'ai 35 ans, j'ai aussi voilà, réalisé énormément de choses. Et au final, je me suis dit, est-ce que peut-être ma place est plutôt auprès des autres? Et aujourd'hui, j'ai des facultés qui me permettent voilà, de travailler, j'espère, brillamment, de façon très, très efficace. Mais je pense aussi, ma motivation maintenant, le matin, c'est d'aider les autres. C'est-à-dire que, Mais qu'est-ce que vous faites alors? alors aujourd'hui, je développe des thérapies pour différentes myopathies, dont la myopathie du chêne, dans une entreprise privée à Boston, aux États-Unis, qui a aussi beaucoup de moyens. Vous savez, dans l'académie, à l'université d'Harvard, mon métier était au final, vers la fin, à 80% à chercher des financements. Ah oui. Vous savez, vous devenez quelqu'un qui fait de l'administratif, et je ne passais plus mon temps sur la paillasse et à développer des traitements. Et j'ai vu qu'au final, mon talent n'était plus à disposition des patients. Et je me suis dit, il faudra peut-être que je revienne au début à ce que je fais de mieux. Et au final, vous savez, on a un métier très très noble, on est très très privilégié, et parce que voilà, notre but final, c'est de sauver des vies, sauver des vies de petits enfants malades et également leurs familles. Et je me sens, voilà, encore une fois, très très chanceux de faire ça. Il y a une méthode dont vous parlez, c'est la génétique inverse. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors, la génétique inverse, ça a été voilà, établi il y a maintenant plus de 40 ans, à l'époque de la découverte de la myopathie du chêne. Et c'est quand on part justement d'un groupe de patients et voilà, en effectuant des analyses d'ADN, etc., on peut ensuite identifier le gène responsable. Vous savez, la science, c'est aussi beaucoup de maths. C'est en remontant l'hérédité, c'est ça? C'est exactement ça. C'est un très bon chercheur. Ouais. Ouais, je vous en C'est un parle. très bon pédagogue, un bon journaliste. En fait. Exactement. Vous allez m'embaucher dans votre Ah oui, boîte. oui. Vous êtes aux États-Unis. C'est un pays où il y a énormément d'investissements pour les chercheurs, pour l'université. En France, il y a le Téléthon. Oui. Pourquoi c'est fondamental, le Téléthon? Qu'est-ce que ça a changé dans l'avancée de la recherche, ce Téléthon qui a joué un rôle si important dans votre vie? Oui, c'est exact. C'est le Téléthon, entre guillemets, m'a sauvé la vie. Je me dis toujours que je suis un peu un enfant du Téléthon. Je suis né dans les années 90. Et le Téléthon est fondamental. Je veux dire, c'est quelque chose d'unique, on ne se rend pas compte. Nous, Français, comment le Téléthon est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Mais grâce aux donations des Françaises et des Français, le Téléthon a créé des instituts médicaux et de recherche, aussi à but non lucratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent qui est donné va directement au financement et au développement de thérapies qui vont directement aux patients. Et donc, vous savez, le Téléthon existe également aux États-Unis. Mais est-ce que vous êtes, reconnaissant envers Jerry Lewis? Extrêmement. Vous savez. C'est lui qui était l'animateur du Téléthon aux États-Unis. C'est pas le fondateur, mais c'était le principal animateur. Exactement, c'est ça. C'était l'ambassadeur du Téléthon pendant plus de 20 ans. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un comique américain. Oui, un comique américain. américain. Et vous savez, même les Américains n'ont pas créé le Généton américain. C'est-à-dire que les financements sont ensuite redistribués à différentes universités, à différents laboratoires. Mais le Téléthon français avait cette chose unique, c'est que l'argent va directement au développement de thérapies pour les patients. Ça ne passe pas par des boîtes pharmaceutiques. Et donc aujourd'hui, le Téléthon est aussi, voilà, son but est aussi de guérir ces 7000 et quelques maladies rares. Ça représente 3 millions de Français. C'est aussi énorme, sans penser aussi aux familles. Parce qu'on dit c'est rare, mais c'est massif en fait. C'est massif, c'est-à-dire que voilà, une maladie rare va toucher quelques personnes et vous avez 7000 maladies rares différentes. Au final, ça fait beaucoup de gens. Et donc le Téléthon, au final, c'est aussi pour l'intérêt commun. Vous savez, on travaille sur des maladies rares qui peuvent aussi, ces découvertes peuvent aussi servir à des maladies beaucoup plus communes. On pense à la DMLA, on pense au cancer. Vous savez, le vaccin pour le Covid, la technologie qui a été créée, cette technologie vient aussi des laboratoires du Généton, etc. Donc vous savez, c'est un travail collectif. On n'y pense pas assez. Et je pense que le Téléthon fait aussi beaucoup pour l'insertion professionnelle, mais également pour les patients et pour la société. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mais à un moment donné, si on a tous cette chance, on va passer par la vieillesse et on va être dépendant de quelque chose, d'un aménagement, d'une rampe. Et ce qu'on fait aujourd'hui pour les personnes handicapées, à un moment donné, servira à tout le monde. Donc je pense qu'on est tous concernés, même si aujourd'hui on n'a pas la maladie, mais elle peut arriver demain. Et elle peut arriver aussi à vos proches, à votre enfant, à votre voisin, à votre collègue. Et à un moment donné, on va trouver quelqu'un qui a une maladie, on voudra l'aider. Merci infiniment. Merci Mathias Lambert. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Ça va, je tiens à le coup. Ouais, on voulait aussi parler de votre compagne, qui est urgentiste, une américaine. Exact. Donc voilà, vous allez la retrouver. On n'a pas la chance d'avoir des chercheurs de votre envergure pour l'instant chez nous, mais certains reviennent. Merci
infiniment. Je corrige, Merci. c'est aux éditions du Rocher, ce combat d'une vie. Merci Mathias Lambert. Je rappelle évidemment l'importance de cette journée, de ce grand week-end du Téléthon dont France Télévisions est partenaire, le 36-37, bien évidemment.